Je vous laisse présenter leur attention. Nous allons introduire la présentation suivante par le professeur Michel Lefranc, qui est professeur agrégé au CHU d'Amiens et qui est un expert reconnu en termes de chirurgie robotique et qui va nous parler de la neurochirurgie, un terrain privilégié pour développer la robotique chirurgicale dans les années actuelles et à venir, j'imagine. Cher maître, je remercie avant tout l'Académie, c'est un plaisir d'être ici, un honneur. Je remercie aussi le professeur Palud d'avoir pensé à moi pour cette thématique qui va être plus prosaïque autour d'un outil, qui est à la mode dans toutes les disciplines et sur lequel on va faire une perspective historique et de futur. Alors, la robotique, c'est un domaine scientifique, c'est le travail avec les machines qui exécutent des tâches en fonction de programmes ou d'algorithmes prédéterminés. Et ces tâches sont faites de manière automatique ou semi-automatique sous la supervision, la plus souvent, d'un homme. La robotique chirurgicale, c'est l'application de la robotique à la chirurgie, aux actes interventionnels en médecine de manière plus large. Donc, la robotique neurochirurgicale, c'est la robotique en neurochirurgie. Si on regarde en perspective, la neurochirurgie a toujours été un terrain d'expérimentation pour ces nouveaux outils, lié à la nécessité de respecter la fonction. On en a parlé à chaque fois et avec le risque de morbidité. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est de diminuer le risque. Et dès les années 80, les premiers robots, les premiers automates réalisés ont eu leur application en neurochirurgie. Vous voyez à gauche le robot Puma, qui est le premier robot réellement utilisé chez l'homme pour des biopsies intracrâniennes qui vous a été montrées. Cette histoire autour de la neurochirurgie, elle s'est développée tout au long, depuis maintenant 38 ans, on a un peu plus qu'à 30 ans d'évolution, avec pourtant un challenge qui est au final une utilisation de la robotique au XXIe siècle qui reste assez parcellaire quand on regarde le caractère extrêmement vaste de la pratique neurochirurgicale. En effet, on est très loin de ce chirurgien augmenté pouvant faire l'ensemble des actes de manière robotisée. Et on va appliquer la robotique, à l'heure actuelle en neurochirurgie, essentiellement à deux grands champs d'application. La chirurgie guidée par l'image, la chirurgie stéréotaxique, et la chirurgie rachidienne, j'en reviendrai. Alors, on parle de robots chirurgicaux, il faut revenir juste un petit peu sur de la sémantique. Aujourd'hui, on a trois types de robots qui sont des systèmes purement contrôlés. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est un troisième bras que vous avez programmé, mais sur lequel il n'y a pas d'interaction entre le chirurgien et le robot. Les systèmes de téléchirurgie, c'est le robot chirurgical que la plupart des gens connaissent et sur lequel les chirurgiens du mou au sens large ont vu une explosion de son utilisation depuis des années. Et puis, on a les systèmes de contrôle partagé, ou qu'on appelle également cobotiques, qui sont des systèmes sous contrôle, mais sur lesquels il peut y avoir une interaction directe entre le chirurgien et le bras robotisé par des systèmes de capteurs haptiques. Et donc, les robots chirurgicaux, les robots neurochirurgicaux sont à l'inverse de la chirurgie du mou, c'est ce robot du troisième bras et dans le chirurgien, soit sous contrôle de supervision, soit sous type de cobotique. Et qu'on regarde, et c'était le professeur Carpentier qui a présenté ici un résumé où il avait sur l'application de la robotique en chirurgie. Il y a eu un beau rapport fait par l'ensemble des collègues pour l'Académie. On voit que l'utilisation robotique neurochirurgicale, elle est assez faible comparativement à d'autres disciplines, avec uniquement 200 d'applications. Alors pourquoi? Parce que on voit qu'on a, comme dans beaucoup de disciplines, orienté l'outil uniquement à une fonction. Alors je vais vous présenter les deux champs d'application. La chirurgie stéréotaxique qui vous a été présentée, c'est une chirurgie à crâne fermé, guidée par l'image, où là on a eu un développement assez important des outils robotisés avec un robot. Le premier robot était un robot français, toujours par l'équipe grenobloise, et puis un robot qui a fait évoluer grandement le nombre d'accès à la robotique au niveau stéréotaxique, qui était également une start-up française, le robot Rosa. Et qu'est-ce qu'apporte ce robot dans ces actes? En fait, il apporte quelque chose qui est à la fois petit et primordial. C'est un gain de précision. La précision mécanique d'un robot, c'est le micron. Et comme vous êtes donc plus dépendant de la précision de votre outil, vous êtes dépendant uniquement de la précision de votre image qui va vous guider.
Et alors, le robot, il va être à la fois capable de mieux utiliser cette image, il va pouvoir également être en capacité de mieux refaire ce qu'on appelle le recalage, c'est-à-dire la mise en correspondance entre l'objet virtuel, votre imagerie, et la tête de votre patient. Et cette composante, qui est une composante physique de transfert de référence, elle est faite de manière plus précise avec le robot. Donc, vous atteignez plus précisément votre cible et vous pouvez vous repérer dans l'espace plus précisément. Et c'est ça le gain du robot. Il va en plus avoir une capacité par rapport aux techniques classiques sous cadre, d'une ergonomie, d'une facilité d'utilisation au quotidien qui va permettre de rendre le geste plus efficient. Alors, on avait parlé de chiffres, mais les robots, les cadres qui étaient la structure qui permettait de guider le chirurgien avaient une précision aux alentours du 1,5 millimètre. Ce qui a été retrouvé avec l'ensemble des robots chirurgicaux, c'est une diminution en dessous du millimètre, aux alentours de 0,8 mm, en intégrant la précision de votre imagerie. C'est-à-dire que, bien évidemment, cette précision applicative, c'est la position de mon électrode dans le cerveau, elle est dépendante à la fois de votre robot, mais également de l'image qui vous sert à vous guider et la capacité à faire ce transfert de référentiel, donc ce transfert physique. Et vous voyez qu'on a gagné, on a diminué par 2, on s'est amélioré par 2 grâce au gain robotique. Alors, de manière concrète, ce gain, c'est 0,8 mm. À quoi ça sert? En fait, ça change quand même beaucoup la donne, puisque on vous a parlé tout à l'heure d'une nécessité de précision pour pouvoir avoir le résultat adapté dès lors qu'on positionnait une aiguille dans un cerveau ou une électrode. Pour pouvoir compenser ce manque de précision, on avait cette technique de cible, de rapprochement, avec une identification sur l'image, une évaluation électrophysiologique qui nous permettait de reconnaître la structure cérébrale par sa signature électrophysiologique et un testing clinique péropératoire qui nous permettait d'être sûr d'être en regard de la fonction cherchée. Et avec les améliorations de la technologie, vous avez une meilleure visualisation de la cible. Donc là, tout à l'heure, dans la chirurgie de Parkinson, on parlait du noyau subthalamique. Cette fois-ci, vous pouvez la voir parfaitement. Vous avez une meilleure résolution spatiale de cette imagerie, donc une meilleure capacité pour le robot à savoir où est-ce qu'elle va se situer dans le crâne de votre patient. Un robot qui va vous permettre de se positionner à 0,1 mm en regard de la zone ciblée, vous permettant de vous affranchir d'un certain nombre de contrôles per procédure. Et puis, vous allez pouvoir utiliser les logiciels de segmentation, les logiciels d'imagerie pour réaliser directement votre traitement. Alors, ce gain, ce parcours simplifié, c'est un gain de confort pour les patients, un gain de sécurité. Moins de risques vasculaires, moins de temps opératoire, moins de complications hémorragiques, moins de complications infectieuses. Une chirurgie qui peut être faite sur un temps court avec des hospitalisations courtes, un gain de confort pour le patient. Quand vous êtes parkinsonien, que vous avez 65 ans, être hospitalisé, avoir 10 heures de chirurgie éveillée ou avoir 3 heures de chirurgie endormie, pour un même résultat, votre choix il va être vite fait et votre accessibilité de cette technique, cette technologie qui est la neuromodulation à un ensemble de populations, vous n'allez plus aller chercher que les marathoniens qui sont absolument désireux de cette technique, on va avoir une offre beaucoup plus large à des patients qui sont le patient pouvant bénéficier de cette technique, même s'il n'est pas marathonien ou surmotivé pour sa prise en charge. Cette application, cette diffusion de la technique, elle s'applique en stéréoélectroencéphalographie. On a parlé de la diffusion aux États-Unis. C'est une invention française, l'équipe Syntagne, une fois de plus. On a bien vu l'explosion de l'utilisation outre-Atlantique et maintenant dans l'ensemble des continents par la facilitation de ce geste. Ce geste il est devenu beaucoup moins invasif, beaucoup moins long, beaucoup plus facilement diffusable. Donc, on redécouvre toute la possibilité de l'utilisation. Et puis, on parlait de thérapeutique. Maintenant, on a également la possibilité de détruire des lésions en utilisant la thermothérapie laser. Et donc, pour des structures difficiles d'accès, vous allez pouvoir descendre votre fibre laser au sein de la zone avec une précision extrême et détruire sous contrôle d'imagerie, donc contrôle IRM, la lésion. Et c'est particulièrement intéressant des structures compliquées comme les amartomes dans certaines formes d'épilepsie où il faut absolument préserver la fonction et l'accessibilité chirurgicale est quasiment impossible sous peine d'une grosse morbidité. Là, vous avez un gain de précision, un gain de sécurité et un gain de confort pour le patient. En chirurgie du rachis, une nouvelle fois, on a une grosse explosion. Ce n'est pas réservé aux neurochirurgiens, on a toutes les chirurgiens orthopédistes du rachis qui participent à cette explosion.
Et pour finir, c'est une fois de plus limité au positionnement d'une vis dans une vertèbre. Alors, on avait déjà présenté dès 2014 la chirurgie ici devant vous. Et la question, a-t-on véritablement besoin d'un robot pour positionner une vis dans une vertèbre? Ça a fait beaucoup sourire. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand même, une fois de plus, ce gain purement mécanique va permettre d'optimiser le positionnement de l'implant. Ce positionnement de l'implant, il va avoir une précision par rapport à un planning qui est aux alentours de 1,5 mm. Là, vous engagez la mobilité du corps, l'élasticité du rachis, donc lorsque vous faites votre chirurgie rachidienne. Mais quand vous regardez une pratique clinique, et si on reprend par exemple la pratique sur Amiens, avec plus de 15 000 vis positionnées, aucune reprise, 0 reprise. Ça change complètement une pratique, ça change complètement une morbidité, aucune neurotoxicité liée à la mise en place d'un implant. Quand vous savez que vous allez pouvoir mettre un implant sur une arthrodèse de manière sûre, vous avez la possibilité de jouer non pas que sur une décompression neurologique, mais également sur un caractère biomécanique, sur un équilibre sagittal du rachis, parce que vous êtes en sécurité, votre balance bénéfice-risque, vous diminuez votre risque et vous allez pouvoir proposer plus à votre patient. Une chirurgie qui était compliquée, dite compliquée en chirurgie du rachis, c'est les chirurgies mini-invasives en TELIF. Vous avez certes le robot qui vous a mis en place uniquement vos vis, vous a aidé à mettre vos vis, mais en fait, vous êtes guidé, vous savez que vos vis sont parfaitement placées, vous savez où se retrouve votre foramen et vous allez pouvoir gérer ce geste qui était un geste difficile avec une reconnaissance anatomique 3D qui était un petit peu plus complexe qu'un abord ouvert, de manière beaucoup plus simple, même qu'une laminectomie aujourd'hui. Une arthrodèse mini-invasive va être plus facile à faire pour un chirurgien qu'une laminectomie, donc une décompression postérieure. Alors, ça reste relativement faible et les perspectives robotiques, on se dit parfois que c'est dommage d'utiliser de ces beaux outils uniquement pour positionner un implant. Et effectivement, l'enjeu, et c'est valable dans l'ensemble des disciplines, c'est d'utiliser ces outils qui sont des assistants à un positionnement d'un implant, d'une aiguille, d'une vis, à un assistant chirurgical beaucoup plus global dans votre geste, du début à la fin de celui-ci. Alors, qu'est-ce que vont apporter les robots, et en particulier en neurochirurgie? C'est l'amélioration de la planification opératoire. Ça, on a de plus en plus d'outils de segmentation, d'outils d'optimisation de l'aide à la décision dans la mise en place de ces outils. Là, vous voyez des cas compliqués de tumeurs profondes diencéphaliques chez un patient sur lequel on va réaliser à la fois une biopsie et traiter le problème d'hydrocéphalie, c'est-à-dire de circulation du liquide céphalorachidien. Et vous allez pouvoir utiliser votre planning, votre visualisation afin de faire le geste en un seul temps, optimiser, diminuer le risque lié à votre intervention. Votre bras, il est porte-instrument et en fait, il va pouvoir sécuriser la réalisation de ces gestes qui sont de plus en plus faits de manière mini-invasive, c'est-à-dire utilisant la vidéoscopie, ce que les chirurgiens orthopédistes connaissent depuis très longtemps avec l'arthroscopie. C'est un en développement en chirurgie, en neurochirurgie. Et le bras qui vous stabilise et qui vous aide dans la réalisation grâce à ses capacités de cobotique est un grand atout et qui va même vous permettre de vous limiter enfin dans la réalisation de l'acte. Et puis, ces robots auront des capacités d'intégration des données, alors les données à la fois de visualisation directe, mais également des données d'imagerie. Elles sont préopératoires avec des algorithmes de correction adaptatifs en fonction de votre geste, mais aussi l'intégration de vos données d'imagerie intraopératoire, de telle sorte de pouvoir avoir le suivi de votre acte et réincrémenter vos données intéressantes pour pouvoir continuer votre geste opératoire. Alors ça, c'est des exemples sur des gestes de ventriculocysternostomie. Alors, il y a des enjeux mémoire. Vous allez pouvoir à la fois travailler en sécurité, optimiser la visualisation et avoir votre retour d'image. Ici, c'est en chirurgie de la base du crâne, quand on fait un adénome hypophysaire, par exemple. Vous allez à la fois la visualisation, le retour d'imagerie et une stabilité grâce au bras robotisé. Et ceci, c'est vraiment que les prémices. Si on regarde ce qui est en train de s'afficher en neurochirurgie, on parlait de chirurgie ouverte, etc. On a la capacité d'optimiser la visualisation et même on parle de réalité augmentée grâce à ces systèmes robotisés d'exoscopie, ces systèmes d'aide au fraisage
Et donc, pour tout ce qui est à bord à la base du crâne, ça va être extrêmement intéressant pour pouvoir à la fois diminuer le caractère invasif de fraisage nécessaire, mais également le sécuriser. Et puis, vous avez des systèmes qui arrivent d'aide à la découpe de l'os, qui va être également intéressant, bon, tout ce qui est étage moyen du crâne, mais et tout ce qui est malformation intracrânienne pour pouvoir avoir des découpes osseuses qui vous permettront de mieux remodeler le crâne des enfants. Enfin, on a ces applications également en chirurgie rachidienne. On a le renouveau de la ventriculoscopie, de la chirurgie endoscopique rachidienne. Là, vous voyez un exemple de chirurgie du rachis, où à la fois vous avez votre planning opératoire, le retour d'informations péropératoires et la visualisation. On a demain la capacité donc d'optimiser votre geste et de rendre votre geste encore plus sûr et de limiter la courbe d'apprentissage. Et puis enfin, on parlait d'algorithmes décisionnels. On va avoir de plus en plus d'outils qui vont intégrer les capacités de chacun des outils, que ce soit vos ablations par radiofréquence, vos irradiations stéréotaxiques, vos systèmes de renforcement vertébral. Et ben, l'ensemble de ces outils vont pouvoir être combinés, mais dans un planning préopératoire que vous allez pouvoir appliquer à la lettre. Et c'est ça le changement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous avez entendu et non pas faire ce que vous pouvez faire. Donc la révolution, c'est terminé. C'est à la fois une optimisation d'un planning opératoire avec l'intégration de l'intelligence artificielle et des autres algorithmes d'aide à la décision. C'est des systèmes qui vont intégrer les technologies, assistance robotisée, intégration de l'imagerie opératoire, amélioration des systèmes de visualisation, une capacité de virtualiser votre exposition. Cette virtualisation, elle vous permet de faire une médecine personnalisée et puis une capacité de suivre en temps réel l'intégration chirurgien, médecin et patient. En conclusion, le couple imagerie-robotique, ça va permettre au chirurgien d'avoir à la fois les informations anatomiques nécessaires à un geste virtualisé à l'écran et pour lui permettre d'accéder directement à la pathologie du patient. Ça lui permet de faciliter les techniques mini-invasives tout en donc moins de douleur, tout en sécurité et avec le grand bénéfice des patients, c'est-à-dire qu'on va donner une accessibilité, c'est des outils de santé publique au final, hein, on va avoir moins besoin d'hyper-experts, et puis si on est à l'heure actuelle limité à un aide, à une mise en place d'un plan, l'avenir est beaucoup plus large et sur une utilisation beaucoup plus commune et quotidienne de ces outils au sein de nos blocs. Voilà. Très intéressant de voir cette évolution robotique. Jean-Claude Copinal. Oui, je vais remercier Michel pour la clarté de son exposé. Et je vais dire, tout à l'heure, j'étais un peu perturbé parce que j'étais sur cette histoire de formation et je n'ai pas pu poser les questions que je voulais poser, qui tournaient autour de la robotique. La première, dans ce que tu nous as présenté, il y a un élément de la robotique et neurochirurgicale que vous expérimentez au Gréco et que je ne vois pas, avec des avantages très importants que je ne vois pas cités ici. C'est-à-dire, on revient sur la pathologie soit anévrismale, soit, je veux dire, de cette pathologie d'urgence qui est la téléchirurgie pour l'interventionnel. Oui, alors, la téléchirurgie, elle a la problématique pour l'instant pour les éléments, pour la chirurgie intracrânienne, de l'encombrement. Et donc, cet outil, elle est moins utilisé. Et la téléchirurgie qui va être le plus développée, c'est la téléchirurgie endovasculaire interventionnelle, où là, on a tous les moyens et on développe ces techniques au sein du Gréco. L'objectif, c'est de mieux couvrir le territoire et de garder l'expertise. Donc, on a à la fois la capacité, un objectif de couverture sanitaire et de maintien de cette expertise. Donc ça, c'est un des enjeux. Après, l'ensemble des outils robotiques auront, d'une manière plus ou moins directe, ces capacités de maintenir un savoir et aller chercher l'expertise. Je pense que tous ceux qui ont fait de la robotique se rendent compte qu'il y a toute une partie d'automatisation sur laquelle on peut aider les praticiens, même assistance. Et là, quand on met en place une équipe sur de la chirurgie robotisée, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins besoin
Une fois qu'ils ont eu la formation initiale, qui est un peu disruptif, donc là, il y a un besoin de formation spécifique autour de ces outils, vous pouvez faire de l'assistance à distance. Et ça sera valable pas que pour l'endovasculaire, mais ça sera valable pour demain de la chirurgie du foie en téléchirurgie, sur lequel le chirurgien du foie, il opérera à distance avec une équipe qui restera en périphérie, en grande couronne potentiellement, je dis des bêtises, ou chez nous, près de la côte, sur lequel on aura donc plus cette problématique hospitalière d'accès au lit ou à la technologie grâce à ces outils de télérobotique. Ouais, ça, c'est une belle expérience. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup formidable du Gréco. La deuxième, c'était ce que je voulais poser tout à l'heure. C'était je suis chirurgien thoracique et vasculaire. J'utilisais la robotique en poumon et je m'intéresse à ces sujets. Et je veux dire, c'est très récent, je crois que c'est hier ou avant-hier, à la Société française d'ophtalmologie, avec les simulateurs de robotique ophtalmo. Je veux dire, je pense que ça serait, je vois cette chirurgie vasculaire intracrânienne. On sait que la chirurgie vasculaire des très petits vaisseaux, on peut la faire en robotique par exemple, de la chirurgie vasculaire intrahépatique avec de la robotique. Je pense que cette application donnerait une très grande facilité. Avec des capteurs qui ont un retour qui est haptique, tout à fait, on arrive très rapidement à faire des sutures dans un confort absolument incroyable par rapport à la microchirurgie qu'on faisait, je veux dire, aussi sur les coronaires ou qu'on faisait sur d'autres vaisseaux, comme c'était nous aussi, les chirurgiens vasculaires, à une époque, de faire les anastomoses intra-extracrâniennes. Hein. Vous pensez à cette robotique Effectivement, il y a eu un développement avec un système. Oh, il faudrait parler. Brancher là, le micro-cravate. Je l'ai. Il y a eu un système développé qu'on appelle le système ELENA, qui était un système assez encombrant en bloc opératoire avec des sutures au niveau cérébral. Cependant, c'était un investissement extrêmement lourd en termes de technologie. Et ça n'a pas été développé pour le moment. Il y a 2 ou 3 centres en Europe qui ont développé cette technique ELENA en suture automatique vasculaire intracrânienne. Oui, Albert Claude. Oui, et je voulais. Comment vois-tu, dans les 5 ou 10 ans qui arrivent, l'équipement d'une salle de neurochir avec les robots fonctionnels pour tel ou tel. Est-ce qu'il y a une espèce de plateforme robotique qui va être normalisée, permettant au fur et à mesure des avancées de la recherche de trouver les meilleurs robots et faire que finalement il va y avoir une certaine forme de protocolisation de l'organisation roboticienne au sein d'un bloc de neurochirurgie, peut-être d'un bloc de chirurgie thoracique, d'une chirurgie abdominale, urologique, etc. Et avec des problèmes économiques derrière qui ne vont pas être négligeables. Alors, il y a 2 enjeux à l'heure actuelle, c'est qu'on est passé d'une technologie qui devait quand même montrer ses preuves. Quand on est dans les années 80, l'imagerie, en fait, ce n'était pas réellement utilisable au bloc opératoire, c'est bien pour ça que ça n'a pas été utilisé, à une technologie qui est maintenant mature. Et quand c'est mature, ça peut être diffusé. La problématique en neurochirurgie, c'est comme en orthopédie, c'est comme dans toutes les disciplines, c'est qu'on a trop lié à des champs trop restreints ces outils pour leur développement. Et si on regarde l'évolution de la robotique et qu'on fait une projection avec l'offre actuelle, il va falloir avoir 5-6 robots différents pour un service de neurochirurgie, ce qui correspond à rien. Et là-dessus, il y a une nécessité de créer des plateformes intégratives. Il y a la nécessité d'avoir des outils qui soient vraiment beaucoup plus intégratifs en termes fonctionnels et en termes d'interopérabilité. Là-dessus, je pense qu'il y a un enjeu majeur à la fois à expliquer la demande et à diriger avec nos institutions une demande qui correspond aux besoins. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous, chirurgiens, on accepte aussi trop, je parle en orthopédie, mais c'est aussi en neurochirurgie, qu'un outil, par exemple, comme le robot neurochirurgical qu'on utilise, il ne sert qu'à la stéréotaxie, alors que technologiquement, il peut faire beaucoup plus. Et donc, l'orientation au niveau décisionnaire, donc là, on a un rôle de lobbying
européen, en tout cas, a nécessité des plateformes intégratives. Au niveau de la création de nos appels d'offres, il faut également absolument aller chercher ce côté multi-applicatif, c'est-à-dire d'imposer, entre guillemets, la norme, c'est nous qui la créons par notre demande et parce que l'industriel va répondre aux besoins. Tant qu'il a l'impression de répondre aux besoins avec des gestes qui sont moins applicatifs, donc il va diminuer pour lui, il aura une réponse qu'il va garder comme ça. Donc ça, c'est le problème en orthopédie, c'est le problème dans toutes les disciplines. Et donc on a un vrai enjeu de société. Alors après, on peut se dire que ça va se faire tout seul. J'y crois assez peu. Et on peut être aussi beaucoup plus acteur dans la réalisation de ces nouvelles plateformes et ou dans la structuration du besoin. Est-ce que tu as des exemples déjà d'avancer sur ces pistes-là, ces plateformes intégratives? Alors, là, la première exemple que je peux vous montrer, c'est qu'au-Greco, on a fait, avec un robot qui sert au crâne et au rachis, 10 applications correspondant à 10 premières mondiales sur de l'ORL, la neurochirurgie, crâne, rachidienne, sur de l'orthopédie, et ceci avec toujours la même plateforme. Et donc, la capacité, elle est inhérente à l'outil à l'heure actuelle. Est-ce que pour l'instant, c'est devenu un produit? Bien sûr que non, et si on voit même l'évolution, clairement pas. Est-ce que ça peut le devenir? Je pense que oui. Et est-ce qu'on doit objectiver la demande? Ça, c'est clair. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut vraiment pas être dupe dans la réalisation. Nous, on a les cas sur les marchés robotiques, mais en orthopédie, là, récemment, on accepte le lien avec la mono-application. Ce qui n'a jamais été fait en radiothérapie. Ça n'a jamais été fait en irradiation. On ne s'est jamais dit que tel outil d'irradiation, il ne faisait que l'irradiation ORL. Ça n'existe pas. On a accepté dès le début que ces outils pouvaient être multi-organes. Là, on a clairement une nécessité de structuration et de driver. Lorsque je change de navigation, rien que le fait, même s'il n'y a pas d'outil pour lequel je dis je veux robotiser tel système de navigation, etc., va permettre une identification d'un besoin que vous savez au niveau de votre hôpital, de votre service, en fait, ça n'a pas d'impact tout de suite puisqu'il n'y a pas forcément la demande. Et lorsque les demandes se répètent, l'industriel sera là pour répondre. C'est ça, c'était la question que j'avais posée. Quelle est la part du rôle de l'industriel qui a son propre budget recherche-développement, qui doit probablement s'appuyer sur les remarques ou le type de questions que vient de poser. En l'occurrence, il est français. En plus, alors après, ils ont été rachetés. Racheté, c'est vrai. Ça se passe encore. L'industriel, clairement, il a une capacité à répondre à partir du moment où il y a un marché. Et le marché correspond aux besoins. Donc, si perspective. Et qui est le marché? Le marché, c'est les acteurs de santé, c'est les chirurgiens. Et si vous le marché, c'est aussi, pardon, excuse-moi, pour te brancher sur la piste institutionnelle. Parce que quel lien y a-t-il éventuellement sur les projets à recommander à l'Agence pour l'innovation en santé, qui investit, qui est capable de mettre 20 milliards d'euros sur la table et donc de pousser les industriels dans des pistes qui correspondraient mieux aux besoins medical needs, comme le dit souvent Pascal Richman. C'est très important de faire qu'il y ait une conjonction entre les medical needs, donc les acteurs que nous sommes, les institutionnels qui ont encore des moyens d'investir, pas toujours, mais ça arrive, avec l'AIS, et donc comment on peut travailler ensemble là-dessus et faire que les industriels convergent. En tout cas, je vais me permettre juste, mais en tout cas, on a des acteurs au niveau européen, en particulier français, qui sont très dans cette mouvance. On est quand même assez unique par rapport à ce marché. Je pense à Quantum, à Essential. Je pense aussi, nous, on a bien envie de porter ce type de projet, moi personnellement, autour de plateformes intégratives, bien sûr. très concrètes. C'est notre rôle. Jean-Pierre Rosenbaum. Oui, je voudrais vous poser une question sur le type de robot qui est utilisé en neurochirurgie. S'agit-il d'une assistance au geste pour avoir plus de précision,
ou d'une espèce de target automatisé sur lequel justement l'instrument va aller avec une grande précision. Et en ce cas-là, je suppose que ça suppose une analyse pair opératoire en temps réel pour pouvoir ajuster justement cette ablation ou ce point. Voilà ma question. Alors, ce n'est pas des robots de téléchirurgie, donc ce n'est pas l'amélioration de la précision du geste à distance. On a des capteurs de mouvement qui vont se répercuter de manière adaptée. Par contre, ces robots, ils sont à la fois porte-instrument, pour aller descendre votre instrument, mais aussi ils ont maintenant des capacités cobotiques, c'est-à-dire, et c'est ça l'intérêt pour demain, la capacité de guider, aider le chirurgien dans des gestes précis, donc ce que je montrais sous ventriculoscopie, c'est-à-dire que vous avez une liberté de mouvement, que vous avez vous-même et ou avec l'aide de votre logiciel, donné votre environnement de sécurité. Et puis, il y a quelque chose qui est inhérent maintenant à la neurochirurgie, c'est l'intégration d'imagerie péropératoire. Elle va venir au début du process, en pair-procédure pour pouvoir réincrémenter de l'information et relancer de la pertinence dans la réalisation du geste, et à la fin pour s'assurer que le geste il a été complètement fait. Donc ça, on a à la fois de l'imagerie osseuse, les CBCT, il va y avoir, et ça va se développer de plus en plus, l'imagerie IRM, pas forcément par des hauts champs, mais par des outils, un peu comme les scanners de bloc, par des outils beaucoup plus adaptés à un bloc opératoire, à un neurochirurgien. Donc là, on voit apparaître deux acteurs qui sont pas encore sur le marché, mais qui vont arriver dans les années où le robot il va aller reprendre ces informations qui nous sont importantes pour évaluer nos gestes. Est-ce que l'industriel, en l'occurrence Quantum, enregistre des datas péropératoires pour se donner les moyens d'une évolution ultérieure de leur propre produit vers plus d'autonomie en fonction de et moins d'intervention humaine? On a fait un colloque de 2 jours sur cette problématique. J'ai essayé de résumer là. En fait, ils en rêveraient, ça serait extrêmement pertinent pour pouvoir améliorer le produit. Aujourd'hui, concrètement, avec les règles de RGPD, ils ne les utilisent pas par sécurité. Surtout que pour l'instant, les outils sont quand même peu intelligents, entre guillemets, hein, et donc ils vont privilégier une sécurité, une prestation, plutôt que d'aller se mettre dans des difficultés potentiellement juridiques, où là, il y a des gros sous. On avait, lors de ce colloque, un représentant de la Commission européenne qui n'est pas capable d'être carré. Oui, mais comme vous dites, c'est... D'accord. Merci. On arrête là, c'était superbe. Merci. Bravo.